à tous, bienvenue sur innovenaturopathie.com. Abdelaziz El Mansouri, naturopathe, nutrithérapeute, micronutritionniste certifié. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sucre et de savoir si en termes de sucre, il valait mieux choisir la quantité ou la qualité. Nous allons vous parler dans cette présentation de l'indice glycémique, de la charge glycémique, vous détailler ce que c'est, vous expliquer les sucres cellulaires et acellulaires, aller plus en profondeur dans l'indice glycémique, la charge glycémique et vous détailler un petit peu comment ça se calcule. Et ensuite, nous terminerons par une conclusion et un petit tour pour voir ce que dit la science à ce sujet-là. Donc, peut-être faites-vous partie des gens qui comptent obsessionnellement leurs glucides. Donc, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous n'avez probablement pas besoin de le faire si vous mangez les bons aliments. En effet, des recherches récentes suggèrent que la réponse à l'obésité et aux maladies métaboliques ne réside pas dans la quantité de glucides que vous consommez, mais plutôt dans les types de glucides. Sur le spectre des glucides, vous avez des gens qui mangent beaucoup de glucides, mais évitent à tout prix les graisses. Ensuite, vous avez ceux qui réduisent tellement leur apport en glucides qu'ils entrent en cétose. Et entre les deux, vous avez à peu près tout le reste. Donc la plupart des preuves aujourd'hui suggèrent que la qualité des aliments importe beaucoup plus que la quantité des macronutriments, et du moins pour la plupart des gens. Donc une hypothèse récente suggère que les glucides acellulaires denses présents dans les aliments transformés pourraient contribuer à notre épidémie de maladies chroniques modernes. Les chercheurs proposent que les aliments à haute densité de glucides favorisent un microbiote inflammatoire, entraînant une résistance à la leptine, un syndrome métabolique et une obésité. Au lieu d'utiliser l'index glycémique comme guide pour la qualité et l'absorption des glucides, je propose d'utiliser le concept des glucides cellulaires par rapport aux glucides acellulaires. Qu'est-ce que j'entends par là ? Les glucides cellulaires sont des aliments végétaux tels que les tubercules amylacés qui stockent les glucides dans des cellules vivantes aux parois de fibres, qui restent en grande partie intactes lors de la cuisson et ont donc une faible densité de glucides. Les aliments occidentaux sont principalement constitués de glucides acellulaires dépourvus de cellules intactes, comme la farine et le sucre sont des exemples parfaits de glucides extraits de cellules de plantes puis raffinés. Les glucides acellulaires ont une densité de glucides élevée et provoquent des modifications néfastes du microbiote intestinal, produisant un environnement microbien inflammatoire qui favorise le dysfonctionnement métabolique et les maladies chroniques. Quel que soit le niveau de glucides sur lequel vous vous installez, assurez-vous de manger le plus possible de glucides provenant de sources de glucides cellulaires tels que légumes, fruits entiers et tubercules. Si vous tolérez les grains entiers et les légumineuses, vous pouvez également envisager d'en ajouter de petites quantités à votre alimentation pour les glucides. Mais ça va dépendre de votre profil biochimique parce que, comme vous le savez, nous ne sommes pas tous égaux face à ce genre de nutriments et beaucoup de gens sont intolérants aux légumineuses, notamment à cause des antinutriments et de leur teneur en sucre élevé. Donc, qu'est-ce que l'indice glycémique ? L'indice glycémique d'un aliment indique la vitesse à laquelle on peut s'attendre à ce que la glycémie augmente après qu'une personne l'ait mangé. Chaque aliment obtient une note sur 100 sur l'indice. Par exemple, vous obtiendrez 40 pour des haricots cuits au four. La charge glycémique est une mesure qui applique l'indice glycémique à une portion de nourriture. La charge glycémique pour une portion, par exemple, de 150 g de fèves au lard serait de 6. Je vais vous expliquer cela dans le détail. Donc, pour détailler vraiment, qu'est-ce que l'indice glycémique ? Les glucides contenus dans les aliments sont une fois ingérés, finalement décomposés en glucose à l'intérieur du corps. Ce glucose pénètre ensuite dans votre circulation sanguine. Et cela est vrai pour tous les glucides. Eh bien alors, qu'est-ce qui différencie un glucide alimentaire d'un autre ? Et la réponse, elle va être courte. C'est en fait leur vitesse de digestion. L'indice glycémique est un nombre de 0 à 100 attribué à un aliment. Le glucose pur étant arbitrairement donné à la valeur de 100, ce qui représente la vitesse à laquelle la teneur en glucides des aliments sera décomposée par votre corps en glucose. Comment l'indice glycémique est calculé ? En fait, c'est très simple. Pour calculer la valeur de l'indice glycémique d'un aliment X, les sujets sont nourris, on prend en général 10 sujets qu'on nourrit avec une portion de l'aliment contenant 50 g de glucides digestibles, donc disponibles, à jeun.
Ensuite, leur réponse glycémique est surveillée au cours des 2 heures suivantes. La glycémie augmente, atteint un pic, puis revient à la ligne de base, formant une courbe comme vous pouvez l'imaginer. L'air sous la courbe de chaque aliment est noté. Pareillement, un autre jour, les mêmes 10 personnes consomment 50 grammes de glucose pur à jeun et leur réponse glycémique à 2 heures est à nouveau mesurée. Une valeur indice glycémique pour l'aliment à tester est ensuite calculée pour chaque personne en divisant la valeur du glucose pour l'aliment à tester par la valeur en glucose pour l'aliment de référence, c'est-à-dire le glucose pur. Si l'aliment testé a une valeur égale à 70% de l'aliment de référence, alors on dira que l'indice glycémique est de 70. Les aliments à faible indice glycémique ont tendance à libérer du glucose lentement et régulièrement. Les aliments avec un grand index glycémique libèrent rapidement du glucose. C'est de cette dernière que découle toute la peur de l'indice glycémique élevé. Quel est le problème de cette théorie? Donc, un des points qui va poser problème, c'est que la façon dont les gens consomment des glucides dans la vraie vie, pour la plupart des gens, ils ne le font pas de la façon dont la valeur de l'indice glycémique ont été mesurées en premier lieu. La plupart des gens consomment des glucides dans le cadre d'un repas complet avec des aliments divers et multiples. Cela modifie considérablement la réponse glycémique de la nourriture. Je vais vous expliquer cela en détail. En parlant de prix non à jeun, des choses comme la sensibilité à l'insuline peuvent changer au cours d'une journée. Un repas précédent peut encore être en digestion et il y a des effets hormonaux résiduels du premier repas qui peuvent potentiellement avoir un impact sur la façon dont le corps réagit au deuxième repas. On appelle ça l'effet du deuxième repas. Arrivant maintenant à la réalité de la consommation de glucides dans le cadre d'un repas mixte, le taux de digestion des glucides ralentit considérablement en présence de graisses, de protéines et de fibres. Ainsi, lorsque les glucides sont consommés dans un repas mélangé, contenant des protéines, des graisses ou des fibres, l'indice glycémique global est considérablement réduit. Donc dans la vie des gens, les gens consomment des glucides dans le cadre d'un repas mixte, comme je l'ai expliqué, donc avec des aliments variés, et c'est ce qui réduit considérablement l'indice glycémique global du repas. Ensuite, l'indice glycémique ne tient pas compte de la quantité de glucides. Donc l'indice glycémique, lui, il ne tient pas compte de la quantité de glucides dans la nourriture. Nous l'avons vu, il a été calculé sur la base de la réponse au glucose pour 50 grammes de glucides provenant d'un aliment particulier. Mais mangez-vous toujours 50 grammes de glucides provenant d'une seule source alimentaire. Par exemple, les carottes qui ont une valeur indice glycémique 70 et la pastèque qui a un indice glycémique 72 sont considérées comme ayant un indice glycémique élevé. Mais il faudrait pour cela manger 12 carottes et 1 kg de pastèque pour vous donner 50 grammes de glucides. Vous souvenez-vous quand est-ce que la dernière fois que vous avez mangé 1 kg de carottes seul, ou alors 1 kg, pardon, 1 kg de pastèque ou 12 carottes seules d'un seul coup? Je ne crois pas que ça vous soit arrivé. Donc je suppose que vous mangez généralement une portion de carottes et une tranche ou deux de pastèque dans un repas. Et cela a une réponse glycémique significativement plus faible, qui est mieux représentée par la charge glycémique. Donc c'est là qu'on va vous introduire la charge glycémique qui prend quant à elle compte de la quantité exacte des glucides dans la source de nourriture. La charge glycémique, elle est égale à l'indice glycémique multiplié par la quantité de glucides divisé par la quantité de nourriture. Donc si vous avez par exemple mangé 100 grammes de pastèque, l'indice glycémique de la pastèque est à 72 et ces 100 grammes ne contiennent que 5 grammes de glucides. Ensuite, la charge glycémique totale est 72 fois 5 divisé par 100. Donc comme je répète, nous avons un morceau de pastèque qui fait 100 grammes, qui a un indice glycémique de 72 et qui ne contient que 5 grammes de glucides. Donc ce qu'on va faire, c'est 72 fois 5 que l'on va diviser par 100, c'est-à-dire la quantité de nourriture. Et ça va nous donner 3,6. Donc par conséquent, malgré l'indice glycémique élevé de la pastèque, la charge glycémique de 100 grammes de pastèque est de 3,6, ce qui est très faible. Donc de même, la charge glycémique de la consommation de 1 ou 2 carottes sera aussi, vous l'imaginez, très faible.
Donc, comme vous le comprenez, l'un des principaux défauts de l'indice glycémique seul, c'est qu'il ne prend pas en compte la densité des glucides. Ce que vous mangez est important, mais la quantité que vous en mangez compte également, sinon plus. Si vous êtes confus à ce stade, c'est normal car la relation entre la charge glycémique et l'indice glycémique peut être un peu déroutante. La meilleure façon d'y penser est que la charge glycémique est une mesure pondérée par l'indice glycémique de la teneur en glucides et elle estime l'impact de la consommation de glucides à l'aide de l'indice glycémique tout en tenant compte de la quantité de glucides consommés. La charge glycémique a été essentiellement créée pour combler les lacunes de l'utilisation de l'indice glycémique seul. Et la façon la plus simple d'expliquer cela est probablement de reprendre l'exemple de la pastèque. La pastèque est un aliment dont l'indice glycémique est très élevé, mais nous l'avons vu, une portion typique de pastèque contient très peu de glucides dans l'ensemble, de sorte que la charge glycémique de la pastèque est très faible au final. Donc l'idée est que nous devrions nous concentrer sur la consommation d'aliments à faible indice glycémique, car ils n'augmenteront pas notre glycémie et que cela conduira à une meilleure santé métabolique. Vous pouvez rechercher en ligne des aliments à faible indice glycémique. Ce sont des légumes non féculents et certains types de fruits comme les baies, puis bien sûr des protéines et des graisses. Les choses qui ne contiennent pas beaucoup de glucose, de toute façon, ont un faible indice glycémique. Et puis les aliments qui ont un indice glycémique élevé seraient des aliments hautement transformés et raffinés, donc de la farine, du sucre blanc, etc. Des gâteaux de riz et tout ce que vous pouvez penser. Et même chose pour la pastèque. Comme je le dis, ce qui illustre bien l'une des lacunes de l'indice glycémique, c'est que la pastèque est classée au même titre que le sucre. Donc voilà donc la théorie de base, elle existe depuis longtemps et je suis sûr que tout le monde en a déjà entendu parler et c'est tout simplement accepté dans le courant dominant à ce stade. Et quand je dis grand public, je veux dire à la fois l'approche ou la philosophie conventionnelle du régime traditionnel et aussi l'approche alternative traditionnelle relative à une alimentation saine. Donc, juste pour récapituler très rapidement, parce que je pense que certaines personnes se sont peut-être un petit peu perdues dans mon explication, l'indice glycémique est une évaluation de la quantité de glucides contenus dans la nourriture qui augmenteront potentiellement notre glycémie après l'avoir mangé. Et puis la charge glycémique, c'est lorsque nous prenons en compte la quantité de glucides dans les aliments plutôt que d'analyser simplement les glucides eux-mêmes. Donc le problème avec l'indice glycémique, donc la charge glycémique a été essentiellement créée pour remédier à l'une des lacunes de l'index glycémique, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte la taille de la portion. La pastèque peut donc avoir un indice glycémique assez élevé, mais le nombre absolu de glucides dans une portion générale de pastèque est assez faible. Ou encore d'autres aliments comme les carottes et le pain, par exemple, peuvent avoir un indice glycémique similaire. Mais vous devez manger beaucoup plus de carottes pour obtenir le même nombre absolu de glucides que le pain. C'est l'une des lacunes de l'indice glycémique et cela peut conduire à éviter les aliments inutilement en raison de leur position sur l'indice glycémique. Je veux dire, il n'y a rien de mal à manger de la pastèque pour la plupart des gens à l'occasion. Inutile de l'éviter seulement parce que son score est élevé sur l'indice glycémique. Cela n'a pas de sens. Un autre problème avec cela est que l'indice glycémique ne reflète pas la capacité de la nourriture à augmenter le glucose lorsqu'elle est consommée isolément. Lorsqu'ils ont développé l'indice glycémique, ils l'ont simplement testé en mangeant un aliment seul. Mais dans la grande majorité des cas, nous ne mangeons pas d'aliments isolés. Nous les mangeons en combinaison avec d'autres aliments. Et si vous mangez de la pastèque, vous mangez probablement aussi de la viande, du gras, etc. Bref, des aliments contenant des protéines et des graisses qui affecteront cette glycémie. Toutes ces choses affecteront l'absorption du glucose de la pastèque. Il n'est donc pas vraiment exact que d'imaginer que les gens mangent ces aliments de manière isolée. Un troisième inconvénient est que les réponses glycémiques aux glucides varient énormément. Nous savons cela grâce à des études et également en travaillant cliniquement avec des clients. J'ai mesuré ma glycémie de manière approfondie sur des périodes de temps. Et même si je mange un repas très riche en glucides, ma glycémie n'augmentera que très modestement avant de revenir au niveau de jeûne, généralement environ 1 heure après avoir mangé. J'ai fait de gros efforts pour augmenter ma glycémie, mais je ne peux pas. Et c'est assez typique pour les personnes actives et qui ont une sensibilité à l'insuline et une tolérance au glucose normale.
Maintenant, bien sûr, quelqu'un d'autre qui a une intolérance au glucose et une résistance à l'insuline pourrait manger la même portion de glucides que je mange et donc avoir un gros pic. Il y a donc évidemment un problème avec un indice qui mesure l'effet d'un aliment sur la glycémie après les repas, car tout ce qui pourrait être une moyenne n'indique pas que tout le monde en subira le même effet. Cela devrait être assez évident pour tout le monde et on pourrait aussi se demander si les personnes qui étaient en quelque sorte les sujets de test, qui ont créé ces moyennes pour l'indice glycémique, étaient des personnes normales et si cela n'a pas faussé ces moyennes. Je ne sais pas avec certitude, mais j'imagine qu'ils ont utilisé un certain nombre de sujets pour créer la moyenne, mais même dans ce cas, nous ne sommes pas des moyennes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, c'est important. La prise en charge, elle est toujours spécifique. Et comme j'expliquais la dernière fois, l'homme moyen sur lequel on base nos moyennes est un mythe. Donc c'est le problème de la recherche scientifique en fait. Nous en avons déjà parlé et tout est axé sur les moyennes. Mais dans la clinique, nous traitons des personnes, nous traitons les individus et nos recommandations doivent être personnalisées en fonction de qui nous parlons et de qui nous avons en face. Nous le savons tous, l'homme moyen sur lequel sont basées les recommandations globales est un mythe. En ce qui concerne la charge glycémique, elle ne résout qu'une de ces trois lacunes, car elle prend en compte la taille de la portion, et je pense que c'est une meilleure mesure que l'indice glycémique seul, mais il y a toujours les mêmes problèmes, à savoir que nous ne mangeons pas d'aliments contenant du glucose de manière isolée, et chacun a également des réponses différentes au glucose en fonction de ses propres circonstances individuelles. Donc, qu'est-ce que dit la recherche? La recherche, elle ne soutient ni l'index glycémique, ni la charge glycémique pour la perte de poids, pour l'insuline, pardon, ou le contrôle de glucose, ou quoi que ce soit d'autre que je pourrais trouver. Il y a beaucoup d'études sur l'index glycémique, mais je vais parler des essais les plus importants et les plus longs, et les meilleurs essais contrôlés, puis nous allons parler d'une grande revue, enfin, on pourra le faire dans une autre vidéo, je vais plutôt vous résumer ce que disent ces grandes revues. Donc voici mon point de vue sur tout cela. Ce ne sont pas vraiment l'index glycémique et la charge glycémique dont nous devons nous préoccuper, c'est manger de la vraie nourriture. Et je le sais, je sais que je radote et que nous y revenons toujours, mais c'est ce que la recherche indique. La recherche moderne sur l'alimentation et les philosophies diététiques sont tellement obsédées par la quantité de macronutriments qu'elles en oublient tout le reste. Tout est question de faible teneur en glucides, faible en gras. Combien de grammes de glucides mangez-vous? Quel pourcentage de calories provenant des glucides? Et cela peut être important pour certaines personnes. Cela ne fait aucun doute. Mais pour la plupart des gens, la qualité des macronutriments qu'elles mangent est bien plus importante. Je suis donc vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir des articles et de la recherche qui vont dans mon sens, car cela correspond vraiment étroitement à mes propres théories sur le sujet et aux conclusions auxquelles je suis parvenu en examinant toutes les recherches, et pas seulement la recherche clinique moderne, mais la recherche anthropologique, et c'est la seule sorte de théorie qui donne vraiment un sens à toutes les différentes pièces que nous avons. Comme nous en avons beaucoup parlé auparavant, nous savons que les cultures du monde entier, certaines cultures traditionnelles ont un apport en glucides réel très élevé, mais elles n'ont pas de résistance à l'insuline ou un diabète ou aucun de ces problèmes métaboliques auxquels nous faisons face. Et si c'était vraiment tout sur la quantité de glucides et non sur la qualité, cela n'aurait aucun sens et on n'aurait pas les mêmes résultats. Mais s'il s'agit de la quantité, de la qualité des glucides et non de la quantité, toutes les preuves dont nous disposons correspondent à cette description. Et nous pouvons voir que les problèmes ne commencent pas vraiment lorsque les gens mangent un régime riche en glucides, mais lorsqu'elles commencent à manger des glucides industriels transformés et raffinés. Et c'est une théorie très intéressante pour expliquer pourquoi cela serait le cas. Mais que vous soyez aussi fasciné ou non par la théorie que moi, le résultat final est le même que d'habitude, c'est-à-dire que la qualité est plus importante que la quantité dans la plupart des cas. Et vous devez simplement vous concentrer sur la vraie nourriture, donc tout ce qui n'est pas emballé, tout ce qui n'est pas transformé, et de vrais glucides, donc des glucides cellulaires.
à savoir des tubercules, des féculents, des fruits, même des légumineuses pour ceux qui peuvent le tolérer, et des produits laitiers si vous les tolérez aussi. Donc si vous êtes une personne qui a une régulation de la glycémie relativement normale, comme vous le voyez, vous n'avez pas à vous soucier de l'indice glycémique ou de la charge glycémique, mais plutôt à vous concentrer sur des sucres cellulaires plutôt que acellulaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, je vais vous demander de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette. Ainsi, vous ne raterez rien des prochains épisodes. Je vous remercie une fois de plus de nous avoir accompagnés et à très bientôt.